Alors, le mot vélo, en fait, c'est l'héritage du mot vélocipède. Vélocipède, c'est un mot français. Donc c'est une invention, pas que française, mais qui a été beaucoup connue en France. Et puis, le premier objet le plus ancien s'appelle la draisienne. Pour la même distance, il vaut mieux utiliser un vélo qu'aller à pied, parce qu'on va plus vite et on dépense moins d'énergie. On dépense en vélo que quand on va à pied. C'est pour ça qu'on fait 200 km en vélo. Des coureurs qui font 200 km. Donc à la descente, on se laissait porter par la descente, et puis à la montée, on poussait avec les jambes. Mine de rien, on allait 2 fois ou 3 fois plus vite que quand on faisait un système de pédalier sur la roue avant. Donc on va créer plein de machines à cette époque. Alors non, il n'y a que celui-ci. C'était des vélos qui sont fabriqués ailleurs, mais c'est des vélos qui ont été achetés par le musée pour la collection. Et là, c'est Alors la bicyclette la plus ancienne, c'est celle-ci. Elle date de 1886. Cette bicyclette, cette machine, au début, elle n'est faite que par... Parce qu'au début, les femmes ne portaient pas de pantalon. En France, les femmes ne portaient pas de pantalon au 19e siècle. C'était très rare. Donc elles ne pouvaient pas monter sur la selle. Donc au début, le vélo, ça leur était interdit, en quelque sorte. Alors, c'était très difficile de monter à bicyclette, donc il fallait qu'ils utilisent un vêtement d'homme, un pantalon, pour pouvoir monter sur la bicyclette. Et donc il a fallu que les femmes, en fait, socialisent un objet politique. Alors le principe de cette bicyclette, c'est d'avoir donc une selle, un cadre. Ici vous avez 2 repose-pieds qui est bloqué, c'est-à-dire qu'en fait, plus on pédalait vite, plus on allait vite. Aujourd'hui, quand vous faites du vélo, en général, quand vous arrêtez de pédaler, il y a la roue arrière qui continue de tourner. C'est assez particulier. Donc ça, c'est la première bicyclette qui a été fabriquée à cette époque. En fait, elle est copiée sur une bicyclette anglaise. Les Anglais inventent la bicyclette et ensuite ils vont importer ces bicyclettes en France. Et nous en France, on va les copier. Donc on va copier ça avec un procédé qui est plus simple, et on va utiliser des tubes de chasse pour faire les cadres de bicyclette. C'est comme ça que l'industrie va créer des marques, Mercier, Manu France, etc., etc. Donc toutes ces marques-là, ça va être des marques avec des usines qui vont fabriquer des milliers de machines qui sortent de l'industrie de chez Manu France, de l'usine Manu France, aujourd'hui entre 15 et 20 000 euros. Donc c'était une machine de luxe, c'était réservé aux gens les plus riches. Et pas augmenter. Voilà, donc ça c'est l'industrie. Triporteur, c'est un système de transport à 3 roues. Donc 2 roues à l'avant, 1 roue à l'arrière. C'est comme aujourd'hui les vélos cargo. Le vélo cargo, c'est un vélo de transport. Alors ça a été créé pour Casino. Casino, c'est une entreprise de distribution, c'est une entreprise de grands magasins qui a été créée à Saint-Étienne par Geoffroy Guichard. On dit la vérité à ta sauce qui s'interroge. Macambo ya solo, zéro filtre, zéro peur. À ta oboï, la vérité, Kobinima. Macambo la vérité sans maquillage. À partir des années 1920, à la campagne, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde dans l'histoire en France, pendant la première et la deuxième guerre mondiale, 14-18 et 39-45, pendant cette période-là, la bicyclette va être un objet qui va évidemment être beaucoup utilisé par les Français, parce qu'à l'époque, pendant la guerre 39-45, bonjour, bienvenue. Donc pendant cette période de 39-45, comme il n'y avait pas d'essence, comme il n'y avait pas de voiture, ben, les Français très belles affiches qui sont des affiches publicitaires des marques que vous trouverez à Saint-Étienne de vélo. Tenez, regardez par exemple ici, vous avez par exemple une affiche publicitaire d'un des premiers vainqueurs du Tour de France. Alors il a été utilisé comme support publicitaire, vous voyez, c'est les signes auto du Tour de France. Et comme aujourd'hui, ben, on a des stars du sport ou autres, qui sont des supports publicitaires pour vendre des montres, pour vendre des...
Alors, dans cette salle, il y a deux choses que je vais vous montrer. La bicyclette que vous avez là-haut accrochée, là, qui est éclairée, c'est la bicyclette de Paul de Billy. Paul de Billy, c'est l'inventeur à Saint-Étienne de la journée Vélocieux. En fait, Paul de Billy, c'est la personne qui va inventer le mot cyclo-journée. Les deux premières de personnes qui prennent le vélo. Les personnes qui prennent le vélo, parce que c'est sportif, professionnel. Et puis, il y a des gens qui sont des amateurs, des amoureux. De ce qu'on appellera aujourd'hui l'écologie. Donc à l'époque, il prônait l'usage comme ça de l'usage de la bicyclette. Et qui est l'inventeur de plein de systèmes de changement de vitesse. Donc celui que vous avez ici accroché, qui est un système à 2 chaînes, un bichaîne. En fait, c'est un inventeur, c'est un précurseur du vélo, et c'est quelqu'un qui a occupé du vélo jusqu'à la fin de sa vie, dans les années 1900. Et puis vous avez une deuxième chose ici, qui est le vélodrome. À Saint-Étienne, à partir de 1910, il y a des vélos qui sont des vélos très simplifiés, très moderne, mais qui sont des machines pour aller à Saint-David. Et là, vous avez une montre dans le vélodrome qui est utilisé pour entraîner les coureurs sur piste. Ce vélodrome, il était situé au bout de Paris, à côté de la place Tarnac. C'était un grand bâtiment d'1 hectare, donc c'est. Et à l'intérieur, il y avait des grandes pour les coureurs sur piste. Voilà. Je vais m'arrêter. Voilà, le musée a été surtout construit pour 2 collections, les armes et les corps. Parce que c'est la marine, elle n'est pratiquement plus faite en soie naturelle, elle est faite avec une autre matière et le polyester. Le polyester, c'est la matière industrielle la plus utilisée pour le métier. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette matière? Alors, ce sont des très belles décorations de couture que vous avez ici, et c'est la ceinture de sécurité. Quand vous attachez une ceinture de sécurité, vous utilisez un mouvement de polyester. On dit la vérité à ta ce qui ça dérange. Macambo ya solo, zéro filtre, zéro peur. Alors, ce mouvement-là, c'est la vérité, opinion. il dépasse Sans maquillage, Macambo nyonso, version vérité, solo ya Macambo sans pression. Awa vérité, bomba makate, jusqu'à la chasse. Ceux qui ont parti la vérité ne t'abonnent pas. Ici, ça parle vrai. Qui est pas parfait, est trop vidéo. c'est des bancs très chers et beaucoup plus chers que le fait qu'ils ont fait dans le pays. Donc ils vont faire une marge très importante. Ils vont avoir des fortunes colossales. Qui travaillait dans le centre de Saint-Étienne, dans 2 quartiers, près de la rue de la République et puis autour de la place Jacquard. La place Jacquard, la rue d'Arc, pour les industries de luxe, vous voyez, Givenchy, Chanel, etc., etc. Et puis on utilisait aussi pour fabriquer des objets d'art qu'on appelle des tableaux tissés. Les tableaux tissés, c'est des images que l'on tissait, qui étaient des chapeaux, les casquettes, les bérets, portaient des étiquettes de marque. Et donc ces étiquettes de marque, elles étaient tissées ici dans la région. Donc on a ici comme ça des milliers de modèles d'étiquettes de bérets. Alors le béret, c'était porté par les hommes et aussi par les femmes. Alors la rubandée aujourd'hui, c'est ce que vous avez ici. La ceinture de sécurité et puis les bandages médicaux.
Quand vous avez par exemple une bonne... Les bandes que vous avez ici, c'est du bandage élastique qui sont utilisés dans les hôpitaux pour soigner les gens. Vous avez aussi ce qu'on appelle les ceintures lombaires pour maintenir les reins ou bien les attelles que vous avez ici, les attaches que vous avez ici. Donc la ceinture de sécurité, évidemment. C'est nouveau, le centre de sécurité. C'est assez rapide. Le métier, c'est Alors, le musée conserve toute l'histoire industrielle, toute l'évolution technique de fabrication. C'est un des sites les plus anciens. Vous avez la colline de Val-de-Noix, et aussi la ville de Montaut, tout ça c'était des zones de production de ruban. Et la dernière zone, c'était la colline du Cré de Roc. La colline du Cré de Roc, c'est la colline, vous avez la préfecture, la plage Jean Jaurès, et juste au-dessus, vous avez la colline du Cré de Roc, et cette colline, chose comme ça. Alors, là, vous avez au départ la création d'un dessin d'une œuvre par un dessinateur de la rubannerie. Donc ce dessinateur de rubannerie, on va lui demander d'imaginer un modèle. Et ensuite, on va transformer cette image en carton perforé. Ces cartons perforés, c'est ce que vous avez ici. C'est ce que vous avez là-bas, dans la vitrine, là-bas, voilà. Donc ce sont des cartons perforés qui sont attachés les uns aux autres et qui sont le système de programmation du métier artistique. Tous ces métiers, ce sont des vrais métiers qui ont réellement été utilisés dans les ateliers des rubaniers. Alors, ces ateliers de rubaniers, il faut expliquer un petit peu le système. Ces ateliers de rubaniers, c'était des gens qui travaillaient à domicile. Ce sont des artisans qui avaient leur outil de production dans leur maison, dans leur logement. Donc, ils avaient des appartements avec des hauteurs de pièces, vous voyez, qui vont 4 mètres, 5 mètres de hauteur. Donc les immeubles de ces rubaniers, évidemment, sont des immeubles un peu particuliers avec des grandes hauteurs de fenêtres. Ces métiers à tisser, ils appartenaient à la famille du rubanier. Donc le chef de l'atelier utilisait aussi, bien sûr, on travaillait à la demande des rubaniers. Ces maîtres rubaniers passaient commande à ces artisans pour fabriquer le ruban. Donc en fait, il y avait deux principes. Un, ils ne comptaient pas leur heure de travail, c'est-à-dire qu'ils travaillaient autant de temps que nécessaire. Et deux, ils étaient payés aux pièces, ils étaient payés au nombre de mètres de ruban qu'ils allaient fabriquer. Donc cette machine-là, vous voyez, elle est... Comme ça? Voilà. Juste, je vais vous montrer là ici, regardez. Ça, c'est ce qui était à Saint-Chamond. Saint-Chamond, c'était la capitale des tresses et des lacets. Donc, tout ce qui est lacet était fabriqué par ce genre de machine que vous avez ici. Et l'industrie de Saint-Chamond, ça remonte au XVIIe siècle. Ça a commencé au XVIe siècle dans le Dorlais. Le Dorlais, c'est une petite rivière qui est maintenant du Gilles. Ça a commencé par un Italien. Antonio Gaeti, qui s'est installé en 1580 dans la vallée du Dorlais. 1580, oui, c'est pas mal de choses. Et donc après, Saint-Chamond s'est spécialisé dans ce type de produit. Ils ont les tresses et les lacets.
protection. Troisième celui. On ne sait pas là. Voilà, donc on a terminé la visite par la troisième collection. Donc c'est l'étage le plus grand du musée, il fait presque 1000 mètres carrés cet étage, donc il est immense. Alors, c'est intéressant de savoir que Saint-Étienne, on a la deuxième collection au niveau des régions. Alors, un musée sert de conservation de collection, mais par contre, les collectionneurs privés sont tellement riches que quand ils meurent, en fait, c'est très intéressant d'acheter une pièce du musée. C'est ce que vous avez ici dans cette salle. Alors, vous avez des très très belles armures de chevaliers. Ces armures de chevaliers, en fait, sont des objets de luxe qui étaient fabriqués par des gens extrêmement riches. Les armuriers, c'est ceux qui faisaient des armures. Aujourd'hui, c'est ceux qui font des armes, mais c'est le même mot. Donc, vous avez ici donc des armures. En fait, c'est des armures de prestige. Ce n'est pas des armures qui étaient réellement utilisées pour aller se battre, mais elles sont extrêmement lourdes. Plus de 25 kg. Évidemment, ce n'est pas avec ça que les chevaliers allaient se battre. Ils allaient se battre avec des épées, comme celle que vous avez ici, avec des lances, mais évidemment, ils n'utilisaient pas ces armes-là. Alors, vous voyez ici par exemple, ce qui est intéressant du musée, c'est que dans le musée, en fait, on a ce qu'on appelle des armures. Os homens manjam som. Makambo la vérité, zani même so qu'elles ont fait mal. Makambo nyonso version vérité. Solo ya makambo sans pression. Awa vérité bomba makate. Rose clash assumé. Soki obangi la vérité ne t'abonne pas. Makambo ici ça pas vrai. Qui a une phrase parfaite pour intro vidéo. Boye malamuna makambo on dit la vérité point final. On pourrait encore faire un pistolet avec des milieux. Là, c'est des pistolets pour la gendarmerie et l'armée. Nord de la ville, sur l'ancien territoire de la commune de Montaut. Quand Montaut est annexé à Saint-Étienne en 1856, Montaut va devenir un quartier de la ville. Ce quartier de la ville, donc, il va l'école de design. C'est la cité du design. C'est l'arrêt de tram qui est au nord de Saint-Étienne, après Carnot, Daxon, la Chalassière, etc. Et donc ça, vous avez 15 hectares de bâtiments qui permettaient de produire du fusil militaire de la guerre, des propriétaires de cet espace, qui vont ensuite utiliser cet espace pour construire des musées, pour fabriquer des centaines de milliers de fusils. Et le fusil le plus important de la guerre en France, c'est le fusil de Bell. Le fusil de Bell, c'est le fusil du soldat français de la guerre de 14-18 et de 39-40. Et c'est dans cet espace industriel que l'on fabriquait ce fusil de Bell. Alors aujourd'hui, on va retrouver ici la ligne de chemin de fer que vous avez le long du boulevard Thiers et du boulevard Bernay-Caron. Quand vous partez de Château-Creux et que vous allez en direction de Roanne, ou dans Saint-Étienne ou dans le Sud, vous êtes sur les plus anciennes voies du chemin de fer en Europe. Donc ça date de 1823. C'est pas quoi, il y a 200 ans. C'est parce qu'on avait beaucoup de charbon pour transporter ce charbon sur le Rhône ou sur la Loire
on a créé ces 2 voies de chemin de fer. Ça coûtait beaucoup moins cher que de transporter les charbons à d'autres animaux. Donc c'est pour ça qu'on est venu, comme le terre, importer en France une technique de fabrication de ces lignes de chemin de fer. Et au début, le chemin de fer, ce n'était pas fait pour transporter, mais on emportait sur la voie à 100 mètres les bateaux descendaient de la voie en direction de Rouen. C'est pour cela moi je marche pour moi, pour ne pas fatiguer. Pour aller braquer. Ils sont tous dangereux Je suis fatiguée. et interdits. Dangereux et interdits. Le duel, c'est une pratique de la noblesse et ensuite la généralité des duels que vous donnez, en fait des coups de pistolet, c'était à l'écrit. Donc c'était quelque chose qui était très codifié, très organisé. Le duel, on se bat ensuite. Le premier faisait feu et le deuxième faisait feu. Pas en même temps, attention. Il y avait un premier qui tirait et le deuxième qui tirait. Ah oui. C'est pas le même temps. Ah, je sais pas en même temps. Ah non. Alors, en même temps, c'est dans les westerns, ça. Pourquoi c'est qui commence? Alors, on tirait au sort qui commençait d'un côté ou de l'autre. C'est pas comme dans les westerns où ils se tirent l'un en face de l'autre dans la rue principale quand ils sont en duel avec le revolver. C'est pas ça. En fait, le duel, c'était on tirait au sort qui allait tirer en premier. Il y avait un premier qui tirait. Voilà, là, Ça. ici, on est devant une mine en bois. Les puits de mine à Saint-Étienne, en fait, ils sont à l'extérieur de la ville. Le puits Couriot, les autres sites comme ça sont tout à fait à l'extérieur de la ville. En fait, la ville, c'était... Et en arrivant le matin, ils passaient la clé dans l'horloge que vous avez ici. Et ça permettait d'inscrire le temps de travail de l'ouvrier. C'est comme un badge. C'est le même système, mais c'est un système un peu mécanique où chaque ouvrier avait sa clé. En arrivant le matin, à 8h30, il rentrait par la grille qui est ici, et ensuite il passait sa clé dans l'horloge pointeuse. Cette horloge pointeuse était Nima, il est allé la chercher aux États-Unis. L'argent de l'armée soviétique, ça date de la deuxième guerre mondiale. Ça date un petit peu des années 43, 44, 45. À cette période-là, c'est la guerre entre l'armée allemande et l'armée soviétique. C'est l'armée rouge, c'est l'armée de Staline. Donc c'est Staline qui va rentrer le premier à Berlin en 1945. Et l'armée rouge, Staline va demander à l'armée d'imaginer une usine militaire avec certaines particularités. Or, la Kalachnikov, c'est une arme très facile à produire, donc très peu chère, très simple à fabriquer et surtout très efficace. C'est une arme qu'on ne s'en jamais. Donc c'est l'arme qui va être utilisée par toutes les armées de l'Union soviétique et après toutes les armées du bloc de l'Est, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, et puis toutes les armées. Voilà. C'est pas fabriqué à Saint-Étienne, mais comme c'est l'arme la plus connue du monde, utilisée par beaucoup d'armes. La cité du design à côté du Zénith, c'est une entreprise qui est sur le boulevard Thiers et qui fabrique depuis 200 ans des fusils de chasse. Donc c'est le fleuron du fusil de chasse à Saint-Étienne sont les Vernet-Caron. Donc Vernet-Caron, fusil de chasse et de luxe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On a bien des trous. Alors, on va faire un tour du bâtiment. C'est pour vous donner un petit peu une idée de tout ce qu'il y a dans ce musée. Mais évidemment, les années 30, il faut revenir voir d'autres objets. Et le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi.
et il est gratuit le premier dimanche du mois. C'est bon? Alors on va redescendre C'est bon. par ici. On va redescendre l'accueil par ici. Venez par ici, on redescend par là. Regardez, alors ça c'est un petit espace d'histoire de Saint-Étienne, avec d'autres objets que l'on a ici. Voilà, avancez par là. Là c'est une maquette de l'hôtel de ville de Saint-Étienne, qui est très ancienne, avec, vous voyez, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le dôme là, que vous avez ici. Vous voyez, là, au centre de la cour là, de l'hôtel de ville. Là, vous avez une très 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 belle gravure de Saint-Étienne, donc en 1850. Alors là, c'est la partie sud de la ville. Là, c'est l'hôtel de ville. Là, c'est la place Jean Jaurès que vous avez ici. Puis, vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas l'église, la grande église qui est là. C'était vide. Là, on aperçoit le musée. Donc, on regarde vers la partie sud. Makambo nyonso version vérité solo ya makambo sans pression awa vérité bomba makate juste la chasse humaine soki oba